Merci beaucoup. Alors, sans transition, Thioro, oui. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Alors, que des nouvelles concernant l'actualité internationale. Nous allons d'abord commencer par une petite musulmane de 3 ans adoptée par un couple de lesbiennes. Wow. Ça a défrayé la chronique cette semaine, ce qui a créé beaucoup de rumeurs, de bruits de couloirs. Et cette histoire se passe assez étrangement, parce que la mère de l'enfant, qui est d'origine somalienne, souffre de problèmes de santé mentale et est considérée comme étant inapte pour élever un enfant. Le conseil de la localité a jugé bon de confier la garde de l'enfant à ce couple homosexuel dans un pays où il est tout à fait légal pour eux d'adopter. Il y a une mobilisation, bien sûr. La famille élargie de cette jeune fille s'est opposée catégoriquement à cette adoption. Et ce qui est le plus étrange dans l'histoire, c'est que il y a 4 membres de la famille élargie qui a déposé un dossier de postulant pour adopter l'enfant. Mais à chaque fois que ces dossiers ont été déposés, il y avait un rejet du conseil qui affirmait qu'il n'y avait aucun adoptant musulman en mesure d'adopter la jeune fille. Donc il y a des questions à se poser, bien évidemment. Et voilà, je vous laisse libre cours à ce débat-là. Donc nous allons d'abord ensuite passer par Nelson Mandela, paix à son âme. Et aujourd'hui, OuestFrance.fr a parlé un peu de sa fortune qui est élevée à 4,1 millions de dollars. Le juge Dikan Moseneke, l'un des 3 exécuteurs testamentaires, a indiqué ce lundi qu'un inventaire provisoire a été réalisé, reflétant une valeur provisoire de 46 millions de rand, ce qui équivaut à 4,1 millions de dollars. La famille Mandela s'est notoirement déchirée ces dernières années, opposant notamment son petit-fils et sa fille aînée, Makaziwe. Nelson Mandela, qui est décédé, on le rappelle, le 5 décembre, est enterré le 15 décembre à Kounou, dans son village d'enfance, à plus de 30 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants nés de ses premiers mariages. Et je rappelle un peu ses dernières volontés. C'est mon souhait, celui qui parle, c'est mon souhait qu'elle serve aussi, par de la fortune, qu'elle serve de lieu de rassemblement de la famille Mandela, afin de maintenir son unité après ma mort. Donc il y a une fortune qui est en jeu, bien entendu. La famille se dit, voilà, colossale quand même, qui a entraîné beaucoup de déchirements dans la famille entre ses fils et ses petits-fils. Et ce n'était pas vraiment son souhait. Il voulait que cette fortune rassemble la famille, bien évidemment, et qu'il n'y ait pas de discernement, parce que lui, il veut cet argent, cette somme-là. Voilà, donc c'est une info. À Paris aussi, on part à Paris, une manifestation de colère contre François Hollande, qui a beaucoup défrayé la chronique ces temps-ci, avec la séparation officielle avec sa compagne, la nouvelle relation qui a été soulignée avec l'actrice Julie Gaillet. Aujourd'hui, on parle de lui pour une manifestation qui a été faite, une manifestation anti-Hollande qui a été dénommée Démission Hollande. Ah bon. Il était là pour protester contre la hausse de la fiscalité, le chômage, la loi sur le mariage pour tous, le muselage de la liberté d'expression avec le problème qu'il y a eu avec Dieudonné et bien sûr l'islamisation de la France qui est un gros problème à présent. Donc le dimanche 26 janvier dernier, entre la place de la Bastille et les Invalides à Paris, des dizaines de milliers de manifestants de tout crin ont crié leur colère contre la politique du gouvernement, avec pour seul point commun le mot d'ordre Hollande démission. Ils étaient 17 000 selon la police et 160 000 selon les organisateurs. Sous une pluie battante, diverses organisations et individus ont revendiqué parfois leur voix de ce qui est souvent assemblé une critique en bloc du système, composé selon eux de la dictature socialiste et des médias collaborateurs. Donc juste pour vous dire que il y a un rassemblement qui s'est passé là-bas et son gouvernement essaie de masquer, de rendre cette manifestation un peu plus petite en disant qu'ils étaient 17 000 alors qu'ils étaient en réalité 160 000. Et ils disent aussi qu'il s'agit d'une dictature socialiste, des médias collaborateurs, alors que c'était des individus, des Français comme lambda qui en avaient marre de la situation. Et il y avait aussi, c'était aussi un ras-le-bol parce qu'on y voyait également des dénonciations contre les francs-maçons, les clubs de Bilderberg, et voilà, c'était un vrai ras-le-bol collectif. Ça ne semble pas beaucoup aller pour François Hollande. Hein,
je crois que les Français lui reprochent également d'être parti se promener en moto avec un casque sur la tête. Également. Alors qu'ils ont tous les problèmes, c'est ça aussi. Donc c'est vraiment... Et je dis un peu qu'aussi, il y a à quelques différences près la même situation avec au Sénégal, ici Macky Sall, qui commence à vraiment... cette cote qu'il avait avant, qui commence à baisser peu à peu. Donc il y a quelques différences. Et on part également en Égypte, Al-Sisi a le feu vert désormais de l'armée pour se présenter à la présidentielle. L'armée a apporté son soutien à son chef, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, pour se présenter à l'élection présidentielle en Égypte, a indiqué lundi l'agence officielle MENA. Vice-premier ministre et également ministre de la Défense, l'ex-général Abdel Fattah al-Sisi, promu il y a quelques heures, maréchal doit prendre sa retraite de militaire ou démissionner pour être candidat à la présidentielle. Alors le maréchal se présentera-t-il ou non à la présidentielle, lui qui avait affirmé, on le rappelle, qu'il participerait au scrutin que si le peuple en fait la demande ou si l'armée le soutient. Il devrait annoncer sa décision définitive au peuple dans les heures à venir. De son côté, le chef de l'État, Adli Mansour par intérim, a annoncé dimanche que la présidentielle se tiendrait avant les législatives. Un timing taillé sur mesure pour Abdel Fattah, dont toute l'Égypte attend impatiemment la réponse concernant son avenir politique. En tout cas, j'espère pour l'Égypte que ce sera un tournant décisif parce que depuis lors, ils ont tendance à aussi aller se mettre le temps à la place Tahrir. J'espère que ça ne sera pas la même chose pour cette fois-ci. Et c'est un événement qui peut changer, toute une histoire. Et donc, il faudrait beaucoup vraiment insister sur cet aspect-là, choisir l'homme qu'il faut pour pouvoir changer leur avenir. Je pense que c'est très important. Quelques commentaires, oui. Je veux dire que c'est ce qu'ils avaient fait lors des dernières élections. Et puis des forces sont venues derrière. Ce qu'il faut noter, je pense que c'est le système Moubarak qui va revenir dans un autre aspect, sous un autre aspect. C'est Moubarak sous un autre aspect que l'Égypte va revivre. Et est-ce qu'il fallait réellement faire la révolution? Là est la question. Parce que l'Égypte avant la révolution et l'Égypte après la révolution, est-ce qu'il fallait réellement aller à la révolution parce qu'on voulait être libre démocratiquement, est-ce qu'on voulait la liberté d'expression? Est-ce que c'est ce qu'il fallait? Est-ce qu'il n'y a pas encore ces pouvoirs occultes? On pense qu'il y a ces pressions et ces pouvoirs occultes, comme on le sait, qui ont poussé les gens à faire ce qu'ils ont fait et à nous permettre de voir aujourd'hui ce que nous voyons au Maghreb, c'est le contraire de ce qu'il fallait. Parce que quand même, le Maghreb était un bon exemple de développement en Afrique. Et malheureusement, ça a été cassé. Depuis le fameux printemps arabe, les choses vont de mal en pis. Ce que les gens attendaient, je crois qu'ils n'ont pas eu. Bon, ça pose des questions très, très profondes entre les rapports géostratégiques des pays, les intérêts liés, etc. Et il y a toujours souvent la main de Satan, je mets ça entre guillemets, peut-être, on peut en parler comme ça, parce que de toute façon, c'est des gens qui essaient de réguler le monde, qui souvent, en tout cas, posent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. Mais enfin, peut-être, Imam, surtout l'aspect de l'enfant musulman, qui a été adopté par des lesbiennes. C'est curieux, non? Mais oui, avant qu'il réponde, comment un enfant de 3 ans peut être musulman ou... Ouais, c'est une équation. Il est né de parents musulmans. Né de parents musulmans, peut-être ils veulent dire. Oui, si un enfant est né de parents musulmans, il est considéré comme un musulman. Alors, cela fait partie de la liste très longue des provocations que l'Occident ne cesse de mener à l'encontre de l'islam. Et aujourd'hui, les musulmans se sentent vraiment oppressés dans leur plus, disons, profonde personnalité. Il est vrai que l'homosexualité, l'orientation du genre, comme aujourd'hui on en parle un peu partout en Europe, n'est ni conforme à la logique humaine, ni conforme aux religions révélées. Moi, je ne parle même pas de l'islam seulement en tant que religion, je parle de toutes les religions révélées. Donc, il n'y a aucune religion qui cautionne le lesbianisme ou l'homosexualité. Alors, aujourd'hui, l'Occident, d'une inspiration sataniste, il ne faut pas craindre les mots, veut continuer à provoquer l'islam. Vous avez lu dans l'article qu'il y a eu des parents très proches de l'enfant qui ont sollicité sa garde, mais ils leur ont refusé cela. Cela montre qu'il y a une provocation réelle. Et la décision que les musulmans devraient prendre et qu'il leur est difficile de prendre aujourd'hui,
c'est de juger de l'opportunité pour eux de rester dans ces pays-là, qui, pour ne pas, disons, avoir peur des mots, alors ne laisse aucune liberté d'expression à cette culture-là, très ancienne pour certains peuples, qui est l'islam. L'islam est une culture, l'islam est une civilisation, mais l'islam est une religion. Aujourd'hui, la liberté d'expression, aujourd'hui l'égalité, aujourd'hui la fraternité de ces pays-là, alors se joue entre certaines cultures et certaines visions, mais ne concernent pas l'islam. Les musulmans sont marginalisés, ils sont opprimés, et malheureusement, il faudra, disons, faire avec et travailler à ce que les musulmans reprennent leur, disons, leur gloire d'antan. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Imam. Eh bien, voilà. Je vais alors terminer, Babacar, avec, pour faire un avertissement que je donne aux gens de faire attention aux smartphones qu'ils utilisent. Parce qu'il y a le jeu Angry Birds, qui est une application Android sur les smartphones, qui a servi d'espion pour la NSA. Ah bon? Voilà. D'accord. C'est le New York Times qui le révèle ce lundi. La NSA, qui est l'agence américaine de renseignement, se sert de nombreuses applications pour smartphones pour collecter des données sur les utilisateurs. Facebook, Google Maps ou encore le jeu populaire Angry Birds ont ainsi servi de mouchoir. Rien de plus innocent en apparence que d'aller avec son smartphone bombarder quelques cochons avec des oiseaux. C'est le principe de Angry Birds. Et sur Facebook aussi, ou de chercher son chemin vers son dentiste grâce à son téléphone. Sauf que ces applications anodines que bon nombre utilisent quotidiennement ont également servi d'espion à la NSA. En effet, selon toujours le New York Times, chaque fois que quelqu'un utilise une application sur son smartphone, ce programme fait apparaître quantité de données sur la localisation de l'utilisateur ou encore la liste de ses contacts. Des renseignements que les deux agences collectent avec gourmandise dans le cadre de leur vaste programme d'espionnage. Donc c'est vraiment sérieux et voilà. Malheureusement aussi, il y a ce phénomène-là, quand on n'utilise pas de smartphone, on n'est pas à la mode, on n'est pas à tendance. Vous en avez-vous des smartphones? Heureusement. Avec caméra incorporée, alors on peut te localiser partout et te visualiser. Ah bon? Il n'y a aucun secret là-dedans. Mais je crois qu'on est aujourd'hui otage de toutes ces technologies-là. On ne peut pas y échapper. Donc, je crois que c'est là où on a des caméras déjà qui nous espionnent dans nos rues. Voilà, déjà, c'est vrai. Des caméras qui viennent de je ne sais où officiellement, mais bon. Tout à fait. Ce sera tout, Babacar. Juste pour remercier Madeleine Darabi qui est passée là pour le look, le maquillage. Plus d'infos sur la page Facebook Madeleine Darabi. Le lien passe à Inch'Allah. Et qui est magnifique, tout le monde le dit. Merci même beaucoup. notre public apprécie. En tout cas, merci Thioro. Merci d'être passé nous livrer toutes ces informations. Je crois qu'on s'en est délecté. Reviens quand tu veux. Exactement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.